tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver ce dimanche matin pour parler des lectures de la semaine comme habituellement. On va voir ce dimanche ceci. Il y a eu pas mal de choses à nouveau, BD, des graphiques de manière générale et des petits romans. On va voir ça immédiatement. Alors je vais commencer peut-être par les suites. Donc j'ai lu le tome 4 de Coffee Moon. C'est fait par Mochito Bota aux éditions Doki Doki. C'est un petit manga que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est le 4e tome. Ici, comme je vous l'ai dit, on va suivre des jeunes filles qui vont se découvrir des pouvoirs magiques. L'histoire commence, on va suivre une première petite fille qui s'appelle Pieta et qui, elle, se retrouve depuis des jours et des jours bloquée dans une boucle temporelle. Donc elle revit continuellement la même journée qui est celle de son anniversaire. Et puis il y a d'autres événements qui vont arriver et Pieta va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à être bloquée dans une boucle et ainsi de suite. C'est plein de magie, des petites filles qui vont développer des pouvoirs, un peu de bataille entre le bien et le mal. Il y a plein de choses, c'est super sympa, c'est super intriguant. Donc je découvre avec plaisir la suite de ces mangas à chaque fois. Ici jusqu'à présent, le tome 4 c'est le dernier paru. Donc j'attends le tome 5 avec impatience pour découvrir un petit peu ce qui va arriver à ces jeunes filles. Au niveau du dessin, voilà, c'est ce genre de planche. C'est efficace, c'est bien fait. Il y a beaucoup de détails. Comme vous voyez, c'est assez mystérieux comme histoire. Donc moi, j'apprécie vraiment beaucoup. Je passe un très chouette moment avec ces petites histoires et avec ce manga. Alors, il y a également Fable, le 3e volume qui est une collection de livres faite par Bill Willingham et Mark Buckingham. C'est aux éditions Urban Comics et c'est vraiment super chouette. Je vous en avais parlé précédemment quand j'avais découvert Fable et que j'avais lu le premier et le second tome que j'avais vraiment énormément aimé. C'est vraiment super sympa. Donc c'est une série de fantasy qui est inspirée par l'univers des contes de manière générale. On a des batailles, on a des destins tragiques avec des personnages qu'on connaît des contes justement. On a par exemple le grand méchant loup, on a Blanche-Neige, on a le petit chaperon rouge, on a la Reine des Neiges, on a Pinocchio, on a la Belle et la Bête, enfin Cendrillon, le Prince Charmant. Il y a vraiment tous les personnages de contes de fées de Disney qu'on va retrouver dans ces histoires et on va les suivre parce que ces personnages de contes, suite à une grande bataille, ont été obligés de quitter leur royaume, leur territoire pour venir s'installer dans le monde des humains, mais ils y vivent cachés. Donc ils doivent masquer leur réelle identité et ils ont créé une ville qui s'appelle Fableville et il se passe tout le temps plein de choses à Fableville. C'est vraiment très chouette. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce livre. Au niveau des dessins, c'est ce genre de planches. On a un peu de tout parce qu'il y a des petites, voilà, des changements de style aussi. Voilà. C'est très fantasy, hein. Comme je vous l'ai dit, il faut aimer, mais comme moi j'aime beaucoup. Ici, on a des petits encadrés selon telle histoire. C'est plusieurs chapitres qui s'enchaînent. Là, on va retrouver une histoire avec Sinbad, par exemple. Voilà, ce genre de dessin, ce genre de planche que je trouve super chouette. En plus, les volumes, je trouve qu'ils sont pas super chers parce qu'ils coûtent 10 €, 9,99 € et on a quand même plus de 300 pages. Oui, 370 pages colorées. C'est un format assez grand par rapport à un livre de poche. Vous voyez, c'est ce format-ci. Donc je trouve que c'est quand même très sympa. Et c'est une série qui est clôturée en 10 volumes. Donc voilà, comme ça on sait vers quoi on s'engage. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette série et j'attends que le volume 4 paraisse pour pouvoir l'acheter, le découvrir et je me ferai la petite série en entier parce que c'est vraiment super sympa. En tout cas, moi j'accroche bien avec cette série de fantasy. Alors, je vais passer maintenant aux BD. J'ai lu 2 BD de la même série que je connaissais pas, c'est Médée. On a le tome 1, L'ombre des 4, et le tome 2 qui est
Le couteau dans la plaine. C'est écrit par Nancy Pena et Blandine Lecalais et on est aux éditions Casterman. Donc j'ai testé le premier et le second tome. Oui, en fait, il y a ceci parce que c'est une nouveauté. Je me suis inscrite pour la première fois dans une bibliothèque. C'était quelque chose à laquelle je pensais depuis un petit moment et je me suis lancée. Donc j'ai été chercher plusieurs livres. Si ça vous intéresse, je vous montrerai les livres que j'ai ramenés. Bon, il y en a déjà certains qui ont été lus, notamment un livre que je vais vous présenter et les BD ici concernant Médée. Alors au niveau des planches, on a ce genre de dessin. Voilà, c'est ce style-là. C'est pas mon style de dessin préféré, mais je trouve que ça colle bien avec l'histoire. Et là, on se retrouve dans la mythologie, bien évidemment, le personnage de Médée que on connaît par la mythologie, hein, avec notamment Jason et la Toison d'Or. Ici, cette histoire, en tout cas, ça commence autour de justement la Toison d'Or et Jason qui va arriver. On va suivre le personnage de Médée, c'est le personnage principal. Donc on va la découvrir petite fille, elle va grandir pour devenir une jeune femme. Elle va aussi être initiée au mystère d'Hécate, donc elle va apprendre plein de choses, notamment sur les plantes, sur les poisons, sur la médecine de manière générale. Et on va la suivre pas à pas avec les difficultés auxquelles elle va devoir faire face parce qu'au niveau de sa famille c'est assez compliqué. Son père, le roi, est assez tyrannique, donc il y a plein d'intrigues comme ça politiques et tout tourne autour de cette Toison d'Or. J'ai beaucoup apprécié ce premier et second tome. C'est une série que je vais continuer. Je vais emprunter la suite en bibliothèque et découvrir ce qui va arriver à Médée, à Jason. Enfin, même si je sais ce qui se passe par la mythologie, mais je trouve ça très intéressant ici de découvrir les personnages, en tout cas le personnage de Médée depuis qu'elle est petite fille et elle va ainsi grandir et évoluer de plus en plus. Ensuite, j'ai lu celui-ci, Lockdown Abbey de Beth Cowan Erskine aux éditions France Loisirs. C'est un livre qui était en cours la semaine passée, je vous l'ai montré parce que c'est le livre qui m'a été prêté par ma sœur, un des livres qui m'a été prêté par ma sœur. J'étais en train de le lire, donc je l'ai terminé à présent. Alors ici en bas, il est noté une petite phrase assez sympa qui met dans l'ambiance. Personne n'entre, personne ne sort, la famille est parfois d'un ennui mortel. Donc ça donne un petit peu le ton. Donc ici nous sommes en Écosse dans les années 1930 et on va suivre la famille Iverkillen qui depuis 10 siècles vit à Lockdown Abbey. Donc depuis toujours c'est une famille d'aristocrates et le souci c'est que la famille actuelle, la génération actuelle, eh bien, a de grandes difficultés financières parce que évidemment ce n'est plus ce que c'était dans le temps. Les aristocrates sont des personnes qui ne travaillent pas, ils ont des domestiques, etc. Mais tout cela a un coût. Un manoir familial immense a également un coût d'entretien et autres. Et actuellement, la famille a beaucoup de difficultés. De ce fait, il y a énormément de tensions au sein de la famille et la situation ne va pas s'arranger quand Lord Iverkillen va être retrouvé mort. La police vient sur place et conclut assez rapidement un accident de pêche, mais la gouvernante de cette domaine, de cette maison, n'est pas d'accord avec cette conclusion et elle va décider d'un petit peu mener sa propre enquête, de voir quel était l'emploi du temps de chacun au moment du meurtre. Elle va se lancer dans, comme je l'ai dit, sa propre enquête. Et le souci évidemment c'est qu'elle va en conclure que s'il y a eu un meurtre, eh bien le meurtrier fait partie du domaine. Donc c'est soit la famille, soit un domestique. Donc le danger est fort présent. En plus, l'affaire va pas être simple étant donné que au même moment il y a une épidémie qui sévit dans le pays. Et du coup la famille va se retrouver consignée dans le domaine. Donc ils vont tous devoir rester ensemble, il n'y a pas moyen de partir. Et on va suivre tous ces personnages. Donc ça c'est en gros l'histoire. Et c'était une lecture assez agréable dans son ensemble. J'ai passé un bon moment, c'est fluide, c'est bien écrit. On va suivre les personnages de cette famille, mais également aussi leurs domestiques. Donc ça, j'ai trouvé assez sympathique. On n'est pas
uniquement avec les personnages de la famille aristocratique. On a aussi les domestiques, pas tous mais certains. On est dans une histoire où il y a beaucoup de secrets qui tournent autour de cette famille qu'on va découvrir petit à petit, bien entendu. Il y a énormément de personnages par contre dans cette histoire et j'avoue que quelquefois j'ai eu du mal à les situer tellement il y en a. Il y a même à l'avant une petite liste des personnages, voilà, pour pouvoir se situer. Donc ça c'est la famille justement qu'on va suivre avec donc tout le monde vit sous le même toit. Donc il y a la matriarche, il y a les enfants de la matriarche, il y en a 3. Il y a les petits-enfants de cette matriarche, hein, il y en a 3 également. Mais il y a également une pupille, on parle des chiens de la famille, il y a également les domestiques, il y a plusieurs domestiques. Vous voyez ici, ça c'est la liste des domestiques qui continue ici. Et il y a aussi les autres personnages qui sont pas du domaine, pas de la famille, mais qui ont à un moment donné un passage ou l'autre dans cette histoire. Donc vraiment beaucoup de personnages et parfois j'étais un peu perdue, je devais me rappeler, ah oui c'était qui ça, parce que ça faisait 200 pages qu'on n'avait plus parlé de ce personnage, tout d'un coup il revient, donc il fallait quand même être attentif à sa lecture. J'avoue que parmi tous ces personnages, il y en a certains qui, à mon sens, n'étaient pas utiles, qui n'avaient vraiment aucune utilité à l'histoire, qui n'apportaient rien à l'histoire et dont on ne parlait presque pas. Donc pendant tout un moment, on va suivre les personnages de la famille, on va dire les personnages principaux qui ont un intérêt avec cette histoire, cette enquête, cette situation familiale. Et puis tout d'un coup, on va avoir un personnage arriver, il est vraiment pas beaucoup décrit, il n'a pas beaucoup de profondeur de contenu. Ce personnage arrive et puis repart et son arrivée n'a pas apporté grand chose à l'histoire, ça n'a pas changé l'intrigue du livre. Enfin, j'ai pas compris. Il y avait plusieurs personnages comme ça où je me suis dit, ben en fait, s'ils étaient pas présents dans l'histoire, ça aurait rien changé. Et quand ils sont arrivés, ça n'a rien apporté de plus à l'histoire. Donc ça, c'est le petit bug, mais bon, c'était pas non plus un problème. J'ai continué la lecture, j'ai juste noté ceci. Il y a aussi quelques longueurs dans cette histoire, ça se lit bien, l'ambiance est très agréable, c'est gothique, c'est vraiment sympa, mais il y a quand même 410 pages, presque 415 pages, et à certains moments il y avait beaucoup de longueur. On passait énormément de temps avec la famille et à plein de moments il se passe rien. L'affaire n'avance pas et enfin voilà. Mais dans son ensemble, voilà, j'ai passé un agréable moment, j'ai beaucoup aimé cette ambiance gothique. L'affaire policière, voilà, elle est assez sympa, c'est pas non plus quelque chose de fou, c'est pas un policier ou un thriller, c'est plus un genre de... Ça s'apparentera plus à un cosy mystery, étant donné que c'est un personnage intérieur à la famille, en tout cas la gouvernante qui va mener l'enquête, et on va découvrir effectivement ce qui est arrivé à ce lord. Donc c'est pas un thriller qui va nous tenir en haleine jusqu'à la fin, c'est pas ça, c'est un livre d'ambiance où on va accompagner des aristocrates qui sont avec leurs problèmes financiers, qui essayent de s'en sortir. À la fin, il y a une petite surprise, je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça, c'était assez sympa. Ça montre qu'il y a un changement de manière générale qui arrive, que les mentalités changent, que les choses évoluent. Ça, c'était assez sympa. Donc voilà pour cette petite histoire. Alors, je passe ensuite à celui-ci qui est Au nom de Chris. C'est également un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. C'est un livre qui me tentait depuis sa sortie. Et du coup, voilà, le fait de le voir à la bibliothèque, je me suis dit, c'est l'occasion de le découvrir. Alors, c'est écrit par Claudine Desmarteaux et on est aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre Adrien qui vit avec sa mère qui est vraiment très protectrice. Adrien, c'est un ado qui est mal dans sa peau et qui en plus subit du harcèlement dans son école, donc il y va pas très bien. Et il commence à s'isoler de plus en plus jusqu'au jour où une nuit, il va rencontrer tout à fait par hasard un homme dans les bois. Et cet homme qui s'appelle Chris le fascine, vraiment. Il fascine Adrien et Adrien va lui accorder mais toute sa confiance. Et il y a une emprise qui va s'installer progressivement petit à petit et on va suivre cette emprise.
Donc c'est un livre assez spécial qui met une ambiance vraiment malaisante. On est ici dans un thriller psychologique qui est assez sombre. C'est destiné à la jeunesse, donc moi en tant qu'adulte je n'ai pas eu peur, mais étant donné que le public ciblé c'est vraiment un public assez jeune, adolescent, ben, c'est quand même de ce point de vue extrêmement sombre. Cette histoire met mal à l'aise de manière générale. C'est vrai que tout au long de la lecture, on se sent pas très bien. Donc c'est très bien écrit, on ressent les émotions, on suit Adrien constamment. Et il y a aussi des thématiques vraiment dures comme le harcèlement, la violence, l'emprise de cette personne. On va suivre ça de très près. C'est un livre vraiment super intéressant qui a quelques petites mises en garde bien évidemment parce que c'est bien écrit, ça se lit très rapidement, ça reste assez fluide au niveau de la lecture parce que parfois il y a des pans, voilà, comme vous voyez ici c'est des pages entières avec seulement une petite phrase, puis de l'autre côté il y a quelques lignes, donc il y a ça assez souvent, c'est des petits chapitres courts, il n'y a pas la mention du chapitre, hein, vous voyez ça commence comme ça, mais il n'y a pas énormément de pages où c'est de l'écriture constamment, c'est extrêmement aéré. Je vais vous montrer un petit peu comme ceci, vous voyez, donc il y a beaucoup de zones blanches au niveau du livre, ce qui fait que ça se lit super vite. On va suivre Adrien comme ça pendant plusieurs mois parce que l'histoire va commencer fin de l'été. Puis on va avoir un deuxième bloc où ce sera l'automne, l'hiver, ainsi de suite. On accompagne donc Adrien pendant plusieurs mois comme ceci et ça fait vraiment froid dans le dos parce qu'on sent l'emprise de ce Chris qui est de plus en plus forte. On sent en fait le danger de ce genre de relation malsaine où quelqu'un change complètement une autre personne. Oui, c'est vraiment, il faut vraiment être attentif par rapport à ça parce que ça peut prendre des ampleurs vraiment incroyables. Et c'est très bien décrit dans cette lecture. Il va devenir lui également plus agressif, plus méchant, extrêmement méchant envers sa maman. Donc c'est un récit, je pense, qui met en garde justement par rapport à tous ces dangers qui guettent des adolescents qui sont un petit peu qui sont en difficulté, peut-être qui n'ont pas confiance en eux, qui peuvent être justement facilement détournés par des personnes plus âgées. Donc c'est un livre qui est utile, je pense. L'écriture, elle super bien. L'écriture est vraiment très fluide, elle est prenante, elle nous plonge dans l'ambiance, dans la vie d'Adrien. Comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement fluide, il y a 330 pages environ, mais ça se lit tout seul. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai dévoré en quelques heures parce que justement, il n'y a pas du texte tout le temps. C'est des petits chapitres courts, c'est rythmé, on ne s'embête pas, c'est vraiment, il y a un avancement dans l'histoire. Juste un petit bémol concernant la fin que j'ai pas compris. Enfin, pour moi, c'est pas une fin. L'histoire s'arrête comme ça et ça répond pas à nos questions, on n'a pas la suite. À la fin, il y a quelque chose qui va se passer qui nécessitait, à mon sens, des explications, qui nécessitait une réaction de la part d'Adrien, de la part de sa maman aussi. Enfin, il y a plein de choses qui n'ont pas été terminées. Donc à ce niveau-là, je suis assez déçue parce que pour moi, ça s'arrête comme ça et j'aurais aimé une fin différente, que ça conclue vraiment toute l'histoire de manière globale. Donc ici ce n'est pas le cas. Donc là j'ai été un peu surprise et ça m'a laissé extrêmement perplexe et un peu frustrée de pas avoir la fin de cette histoire. Mais voilà, dans son ensemble, je peux pas dire que c'était pas une bonne lecture étant donné que je l'ai dévorée, que j'ai trouvé cette lecture intéressante et utile, très malaisante, très sombre, très noire, mais voilà, c'était une thématique dont il est important de parler aussi, du harcèlement scolaire et du harcèlement de manière générale et des dangers justement de l'emprise d'une personne plus âgée, d'une personne adulte sur un adolescent un petit peu fragilisé. Donc voici pour cette histoire. Je passe maintenant à celui-ci qui était une de mes lectures en cours de la semaine passée. Je vous l'avais montré, c'est Les Flammes de la Nuit de Michel Pagel aux éditions Les Moutons Électriques. Ce très beau livre avec ici le dos qui
qui est en tissu. Vraiment un magnifique livre avec le jaspage, flamme verte en rappel avec la couverture. C'est un très très beau livre et je l'ai beaucoup aimé. C'était vraiment une très très chouette lecture. Donc en ce qui concerne cette histoire, on est dans le pays de Fouinor, où les choses se déroulent de manière très structurée, très traditionnelle. On fait les choses comme ça depuis toujours et il n'y a pas de remise en question ou de modernité, d'évolution. C'est comme ça, on a toujours fait comme ça, on continue à faire comme ça et on se pose pas de questions. Et c'est comme ça que ça se passe depuis toujours. Et à un moment donné, il y a une princesse qui va naître, qui s'appelle Rowena. Et on va avoir les fées arriver, hein, comme c'est le cas traditionnellement, parce que ici on est dans une histoire où on a des rappels de l'univers des contes et Disney et des choses comme ça. Donc c'est ça qui m'avait attirée aussi. Comme je vous l'avais dit, je pense, hein, on met ici que s'emparant des archétypes, des contes de fées, des chansons de gestes et de la fantaisie à la Disney, Michel Pagel les distord à merveille, construisant l'une des œuvres les plus originales du genre, une pierre majeure dans la construction de la fantaisie en France. Voilà, c'est ça qui moi m'avait intéressée, cet univers de contes un petit peu déconstruit, retravaillé. Donc ici, une princesse naît, bien évidemment. La tradition, c'est que les fées viennent se pencher sur son berceau et lui donnent des dons et des talents incroyables. Donc les fées vont lui donner des qualités du genre la beauté, une belle voix, des choses comme ça, des choses un petit peu cucu on va dire. Et le truc inattendu, c'est qu'il y a un enchanteur qui va arriver camouflé en fée, qui va se pencher sur le berceau de Rowena et qui il va lui faire un don inattendu, c'est-à-dire que il va lui donner l'intelligence. Donc ce sera la femme la plus intelligente du royaume et ça choque parce que ça n'arrive jamais. En général, les femmes dans ce royaume sont juste destinées à avoir des enfants. En gros, elles sont censées être jolies et se taire et c'est tout. Donc pas de réflexion, pas d'intelligence poussée. Et ici, l'enchanteur va bousculer un petit peu tout ce petit monde bien carré parce qu'il va donner l'intelligence à Rowena. On va suivre ce personnage principal, Rowena, quand elle va grandir, quand elle est petite fille, qu'elle va commencer à s'interroger, qu'elle va vouloir apprendre, qu'elle va vouloir comprendre aussi pourquoi ce royaume est tellement bien carré et quand elle pose des questions, on la stoppe en disant non, on ne pose pas de questions, c'est comme ça et c'est tout. Et il y a même un danger à poser trop de questions, à s'interroger de trop. Donc elle essaye de comprendre un petit peu cet univers, ce monde, mais elle a cette curiosité qui est là, elle a cette ambition qui est là également, et on a cet enchanteur qui va la suivre, qui va la pousser justement à apprendre, à pousser cette curiosité, et à un moment donné, il va lui proposer de la former à la sorcellerie, et évidemment, elle va accepter, et on va suivre son évolution de sorcière. Il va lui arriver aussi... elle va avoir un destin assez tragique, hein, comme toutes les princesses, ma foi, étant donné que elle va commettre une faute. Je vous en dis pas plus, mais suite à cette faute, elle va être bannie du royaume par son propre père, qui va l'envoyer dans une contrée lointaine, une contrée qui est dédiée à la folie, parce que dans cet univers, il y a plusieurs contrées comme ça, bien prédéfinies, où chaque chose se fait à cet endroit. Donc par exemple, il y a la contrée de la guerre, donc c'est là qu'on va faire la guerre. On n'attaque pas comme ça les châteaux de l'un et de l'autre, non, on se donne un rendez-vous en se disant, voilà, je compte te faire la guerre, rendez-vous jeudi prochain dans la contrée de la guerre, et tout le monde y va. Ça se passe comme ça. Il y a la contrée de l'amour, vous voyez ce qui s'y passe, hein. Donc il y a aussi la contrée de la folie pour les personnes qui sont comme ça un peu en marge de cette société bien carrée, bien définie. Et Rowena, elle va y être bannie, et c'est suite à ça qu'elle va décider en fait de se former à la sorcellerie avec l'aide de ce magicien. Et en fait, ce qu'elle souhaite, son objectif final, c'est justement de se venger de ce qu'elle a subi et de retrouver son trône. Et elle va vraiment tout faire pour y arriver, vraiment tout, elle est prête à tous les sacrifices. Donc on va suivre
cette quête de Rowena qui va lui prendre des années bien entendu, et j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment très sympa. Après parfois il y a quand même quelques lenteurs dans ce récit. C'est un livre qui fait 400 et des pages, 430, 440 pages, et c'est ici on regroupe 4 livres, donc on nous l'indique ici. J'avais retrouvé ou pas? Alors il y a en fait 4 époques, c'est indiqué. Première époque, la sorcière. Deuxième époque, le fou. Troisième époque, les chevaliers dorés. Et quatrième époque, l'enchanteur. Donc je pense que c'était des livres qui étaient séparés et ça a été réuni en une intégrale. Donc on a ces 4 époques à chaque fois où on va suivre d'autres personnages. Évidemment, le personnage principal reste Rowena, mais il y a d'autres personnages qui vont intervenir, notamment l'enchanteur qui a une très grande place. Il y a ma voix qui part un petit peu, je sais pas pourquoi. Mais du coup, voilà, on va suivre cette histoire que j'ai trouvée vraiment très très sympa. Il y a plein de réflexions, c'est vraiment bien fait, c'est très intelligent. J'ai bien aimé retrouver cet univers de contes comme ça qui est réécrit d'une façon différente, vraiment très original. J'ai beaucoup apprécié cette approche. Oups, j'ai donné un coup de pied. J'ai beaucoup aimé cette approche, cette façon de faire, cette idée autour de l'univers des contes. Il y a énormément de choses dans cette lecture, c'est super sympa. Si vous aimez l'univers des contes, si vous aimez l'originalité, ne vous attendez pas à avoir une réécriture de contes parce que c'est pas ça du tout, mais c'est vraiment bien amené, c'est bien construit. J'ai passé un très très bon moment. En fait, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'était super agréable. C'est pas tout rose, hein, vraiment pas. Il y a beaucoup de choses qui sont très tristes, qui sont même très dures aussi dans cette histoire parce que c'est un monde vraiment, c'est un monde qui est complètement farfelu, c'est surnaturel la façon dont Fëanor est construit et régi, et il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de tristesse aussi par rapport au personnage de Rowena parce que elle a vécu des choses difficiles et en même temps elle va devoir aussi faire et vivre des choses compliquées pour atteindre sa mission et son objectif. Ça s'apparente presque à une parodie parce qu'il y a des choses, voilà, comme je vous l'ai dit, les fées qui vont se pencher sur le berceau de Rowena, elles lui donnent que des choses, c'est des choses très superficielles en fait. Et plus tard on va apprendre que les fées aussi, elles sont la garante d'une certaine... c'est pas justice, parce que c'est pas du tout le bon terme, elles sont garantes d'un certain équilibre, mais cet équilibre, elle est complètement injuste, il est complètement injuste. Donc, d'habitude, les fées, ce sont censés être des personnages bienveillants et gentils, et ici, c'est pas le cas. Il y a aussi les chevaliers, on a la présence de chevaliers, et le chevalier, c'est des personnages qui sont vraiment stupides. Ils sont vraiment... oui, c'est des personnages vraiment idiots ou alors des personnages très profiteurs. Donc c'est pas non plus le cas. Un chevalier normalement c'est un personnage qui est noble, qui est loyal, qui est attaché à plein de principes. Donc ici il y a plein de choses qui sont complètement inversées. On a vraiment toute une critique de cet ordre social. Mais donc bref. Il y a vraiment énormément de choses dans cette lecture, c'est super intéressant, ça amène plein de réflexions et j'ai beaucoup aimé suivre Rowena qui est un personnage très intéressant, qui est un personnage différent dans cet univers et c'était vraiment très agréable de la suivre, de la voir évoluer, de voir aussi que malgré le fait que c'est une femme qui est intelligente, ce qui la différencie des autres femmes, elle peut aussi choisir d'aller dans une mauvaise direction par exemple, mais elle se remet en cause à un moment donné, elle a une réflexion, une remise en question, elle va pas rester sur ses acquis et elle va aussi avoir l'intelligence de changer d'avis. Donc c'était vraiment super intéressant et ouais, c'était une très belle découverte. Alors, dernière lecture que j'ai faite, c'est celui-ci que vous avez vu aussi précédemment parce que ça fait un moment que je suis dans cette lecture de Alien Earth de Megan
Megan Lindholm aux éditions Le Livre de Poche. Ça y est, je l'ai terminé ce matin même, donc je peux vous en parler à présent. Alors, on se retrouve dans un livre de science-fiction, bien entendu, et on apprend que la Terre, suite à l'impact des humains, des êtres humains, la Terre a été dévastée, elle est empoisonnée, elle n'est plus viable, et du coup, elle a été abandonnée par les hommes. Il y a une race de parasites insectoïdes qui s'appellent les atroplades, qui ont en fait évacué l'humanité vers des planètes jumelles qui s'appellent Castor et Pollux. Et du coup, ils ont sauvé l'humanité, mais on constate que leurs motivations sont un peu floues et sont pas non plus toutes nettes, hein. C'est pas des motivations juste basées sur le plaisir d'aider les uns et les autres, pas du tout. Là, les humains ont dû s'adapter à Castor et Pollux, à ces nouvelles planètes jumelles. Ils ont été complètement formatés pour vivre sur ces planètes, sous le joug, on va dire, de ces atroplanes. Et là, on a des millénaires qui se sont passés. Et les humains, suite à ça, ont subi des mutations également. La race humaine a vraiment été façonnée de façon à vivre sans impacter plutôt les nouvelles planètes, donc Castor et Pollux. Donc c'est l'être humain qui a été préparé pour justement le moins possible impacter ces planètes, mais c'est pas une façon idéale non plus de vivre. Cette idée, c'était justement pour éviter que le drame avec la Terre se reproduise, bien entendu. Et bien après ces millénaires, quelqu'un va se demander, mais qu'en est-il de la planète Terre? Est-ce que elle est, après tout ce temps, de nouveau viable pour l'être humain? Parce qu'il y a un petit groupe d'êtres humains qui aspirent à retourner sur la Terre et à revivre d'une manière normale, parce que les changements au cours des millénaires ont vraiment impacté énormément l'être humain, à savoir que, par exemple, les humains ne savent plus donner la vie de façon naturelle. C'est plus possible d'avoir des enfants sans assistance, par exemple. Il y a vraiment, au niveau du corps, il y a eu énormément de changements aussi. Je vous dis pas tout, mais il y a vraiment eu un impact énorme suite à cette vie sur Castor et Pollux. Et là, il y a une volonté de retourner sur la Terre. Donc, on va décider de envoyer d'envoyer un vaisseau. C'est un vaisseau spécial parce que c'est pas des vaisseaux en métaux, enfin en matière quelconque. Ce sont des vaisseaux qui sont des animaux, je vais dire. Et du coup, une expédition secrète, bien sûr, va être envoyée sur Terre dans le but de voir si cette planète est à nouveau viable et si possible, si elle est viable, de pouvoir de nouveau se réinstaller sur la Terre et de plus être dépendant des atroplanes et d'être bloqué sur Castor et Pollux. Et donc on va suivre ici John, qui est le personnage qui a eu cette mission, on lui a confié cette mission de retourner sur Terre. Il va être accompagné dans ce vaisseau animal par un autre membre de l'équipage qui s'appelle Connie, qui est une jeune femme, et ils vont partir et voir si la Terre est de nouveau viable. En gros, c'est ça l'histoire. Je vais pas trop développer, mais c'était assez sympa. J'ai passé un très bon moment. C'est un univers qui est vraiment très bien construit, très bien travaillé, mais ça je n'en doutais pas, étant donné l'auteur de ce livre. J'ai passé un bon moment, comme je vous l'ai dit. C'est pas un coup de cœur, mais c'était une lecture très sympathique. Très intéressante aussi. De nouveau, ça pose plein de questionnements sur notre façon de vivre de manière générale et sur l'écologie et des choses comme ça. J'ai bien aimé suivre les personnages de John et Connie, toutes leurs remises en question, toutes leurs interrogations. Ouais, c'était vraiment bien construit, très intéressant aussi. J'ose pas trop vous en dire parce que si je vous parle justement de
quelles sont les réflexions que ces personnages vont avoir, ben ça vous laisse deviner ce qui va se passer. Donc je ne veux pas trop en dévoiler non plus. On peut dire qu'on est dans un roman de science-fiction plutôt psychologique ici. Il y a par contre quelques longueurs au début parce que c'est vrai que durant le voyage et même un peu avant ce voyage, cette mission, il se passe pas énormément de choses. Enfin, au niveau de l'action, en tout cas, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment sur la fin que là, il se passe beaucoup d'éléments et qu'il y a beaucoup d'action. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est un rythme assez lent. Moi, ça m'a pas dérangé parce que voilà, c'est bien fait. La plume et l'autrice, ben, j'apprécie énormément, donc ça aide également. Mais voilà, il faut savoir que l'avancée de ce livre, de ce récit, est assez longue au début. Et après ça s'accélère de plus en plus, donc ça c'est peut-être le seul petit bémol de cette histoire, mais sinon excellent moment avec cette lecture. En plus on ne sait pas du tout vers quoi on va aller parce qu'on ne connaît pas l'issue jusqu'à la dernière note, jusqu'à la fin. On ne connaît pas l'issue de cette histoire, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, donc c'est super intriguant. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, beaucoup de psychologie dans ce roman, beaucoup de réflexion, c'était vraiment très sympa. Alors je vous parle toujours de ma lecture audio qui est celui-ci, toujours le Silmarillion. Rapidement, je suis toujours dans cette lecture audio que j'apprécie. J'avance quand je fais des longs trajets en voiture et c'est toujours aussi sympa. Attention, à condition d'aimer la plume de Tolkien et d'aimer l'univers, parce que tout ceci c'est des récits qui se passent avant Bilbo le Hobbit, avant le Seigneur des Anneaux, donc il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de batailles, mais quand on aime cet univers, ben on apprécie évidemment ce livre. Passons à mes lectures en cours à présent. Il y a toujours celui-ci, donc Les Mystères de l'Arispem. Je vous en avais parlé la semaine passée parce que je l'avais commencé. Je l'ai pas avancé étant donné que je voulais absolument terminer Alien Earth, donc l'autre livre de poche que j'étais en train de lire, donc j'ai mis l'accent sur celui-là, mais ici je sais que il sera lu très vite, hein. D'ici la semaine prochaine ce sera terminé vu que c'est un petit livre qui est assez court et que j'avais beaucoup apprécié le début de cette histoire. J'ai commencé Terre de brume, donc celui-ci qui est un premier tome, c'est écrit par Cindy Van Wilder. Le premier tome s'appelle Le Sanctuaire des Dieux et c'est aux éditions Rajo. Ça va se lire assez rapidement aussi parce que j'ai pas passé de longues heures de lecture dessus et j'ai déjà lu ceci. C'est un livre qui fait un peu plus de 300 pages. Ah non, même pas. Il fait moins de 300 pages, donc ça va se lire encore plus vite. C'est assez sympa pour l'instant. J'ai lu le début, une 50aine de pages, 69 en fait. Et ça met en place un petit peu l'histoire et l'univers de ce livre. Mais pour l'instant, j'aime bien, j'apprécie. Et enfin, il y a celui-ci que j'ai commencé, le Brandon Sanderson, le projet secret numéro 2, qui s'intitule Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale aux éditions Le Livre de Poche. Moi, je les prends en édition comme ça, reliées, parce que je les aime bien, j'aime beaucoup. En version brochée sont jolies aussi, mais ici, on a ce genre de choses à l'intérieur. Et du coup, aussi comme j'ai commencé avec Tresse de la mer émeraude en relié, j'ai décidé de les prendre tous en relié. Il y en aura 4, donc ça va. C'est un budget, mais étant donné qu'il y en a 4, ça devrait être possible. Il y a des petits éléments comme ceci dedans. J'ai commencé, je suis à la page 61. Et voilà, ça représente ceci. C'est vraiment le début. Je sais pas vous en parler pour l'instant parce que je découvre. Je vais avancer dans cette lecture et je vous en parlerai davantage la semaine prochaine normalement. En parlant de ça, je me suis commandée parce que justement je n'ai pas résisté très longtemps, mais j'ai déjà sous la main le 3e projet qui est celui-ci, qui est Yumi et le peintre des 2 cauchemars, qui est vraiment très très beau aussi. Je trouve qu'il est vraiment magnifique celui-ci, ce bleu, ce rose avec ce jaune, ça donne super bien. Il y a des illustrations qui sont également magnifiques.
j'ai pas trop feuilleté, mais je suis tombée sur celle-ci par exemple. C'est vraiment magnifique. Et j'ai hâte de découvrir aussi. Je sais pas de quoi ça parle, je veux pas le savoir. Par contre, je peux vous mettre, voilà, comme ceci, la 4e de couverture si vous voulez avoir une idée. Donc évidemment, je vais d'abord lire le second tome et puis le 3e suivra. Mais je voulais déjà vous en parler vu que c'est un petit achat que j'ai fait cette semaine. Et voilà, c'est ce que je suis en train de lire pour l'instant. J'ai ces 3 lectures-là en cours et je vais avancer dedans. Oui, je vais vous montrer peut-être ce que j'ai emprunté à la bibliothèque. Ça peut peut-être vous intéresser. Je vais aller chercher cela. Voilà, j'ai pris plein de choses étant donné que j'ai une date pour les rapporter à la bibliothèque. Donc ça fera partie de mes prochaines lectures. Alors, j'ai d'abord pris un Terry Pratchett. Le premier tome de cette série qui s'appelle Le Disque Monde, que j'avais envie de découvrir depuis un bon moment. Donc je l'ai pris pour pouvoir le lire à mon aise et voir un petit peu ce que ça donne. J'ai pris L'île de Yule de Johanna Gustafsson aux éditions Kalman Levy Noir. Je l'ai vu passer à sa sortie et cette histoire m'intriguait. C'est un thriller aussi effrayant que captivant apparemment. C'est mis ici à l'arrière, enraciné dans les rites vikings et les sombres amours, donc j'avais envie de le découvrir. C'est assez aéré au niveau de l'écriture, il est pas super gros non plus, il doit faire 320 pages, donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris le dernier Dragon sur Terre, c'est un livre que je n'ai pas vu passer du tout, c'est de Eowyn Colfer aux éditions Pygmalion et je trouve la couverture sympa et le dos m'a parlé, mais tout de suite j'ai envie de le découvrir. Donc il y a ici des petites phrases sorties de magazines et de journaux. Il est indiqué moitié polar, moitié film d'action et surtout complètement irrévérencieux. Un roman explosif qui ravira les fans de fantasy dont la passion pour les dragons a survécu à Game of Thrones. Voilà, moi ça m'a parlé tout de suite, je me suis dit waouh, ça a l'air super en fait, et du coup je l'ai pris, j'ai hâte de le découvrir, il me fait super envie. Je me suis pris celui-ci, donc Hidden Picture, qui est un livre que j'avais envisagé d'acheter au moins une dizaine de fois. À chaque fois, j'avais envie de le découvrir parce que j'en avais entendu vraiment beaucoup de bien. Il est sorti il y a un moment chez Bragelonne et là, je vais pouvoir enfin le découvrir et c'est... Ouais, ça a l'air bien, une pépite sombre et inoubliable. Intelligent et angoissant à souhait, parfaitement maîtrisé. Le meilleur thriller que j'ai lu depuis des années. Il y a plein de très bonnes choses qui sont dites sur cette lecture, donc j'ai aussi hâte de le découvrir. Alors je me suis pris Violette Hurlevent et le jardin sauvage, un petit livre jeunesse. Il y a des illustrations dans le livre de ce genre, enfin des illustrations, des petits éléments de dessin, on va dire, comme ça. Je sais pas de quoi ça parle parce qu'il n'y a pas de résumé, mais j'avoue que le titre et la couverture m'a intriguée. Le fait qu'il y ait des illustrations un peu voilà, plus grandes, des petites illustrations à l'intérieur aussi me parlent et j'ai eu envie de découvrir cette lecture. Je me suis pris aussi Les Sœurs Hollow, qui est également un livre que j'avais eu envie d'acheter à sa sortie et finalement que je n'avais pas fait, mais cette histoire m'intrigue beaucoup, donc je me le suis pris pour le découvrir également. Et enfin, dernière chose, j'ai pris le premier tome, je pense, si je me suis pas trompée, qui s'appelle Witch Song aux éditions Lumen. C'est une trilogie qui me faisait de l'œil. Ça parle de sorcières, de chasse aux sorcières d'après ce que j'ai compris, et ça faisait un petit moment qui m'intriguait et je me suis dit ben voilà, j'aurai l'occasion de le découvrir et de pouvoir aussi emprunter la suite à la bibliothèque, donc c'est tout bon. Et voilà, ça c'est pour mes emprunts à la bibliothèque que je suis assez contente. Bon, en plus de cette pile que j'ai pas encore lue, il y a également les deux BD que je vous ai présentés dans mes lectures faites, Médée, et également Au nom de Chris, qui est aussi un emprunt à la bibliothèque. Donc j'ai déjà lu 3 de ces livres et je vais continuer. Je vais piocher dans cette pile de livres empruntés à la bibliothèque bien évidemment, mais ça ne va pas m'empêcher aussi de continuer à piocher dans ma pile à livres
personnels, hein, les livres que j'ai achetés parce qu'ils me font tout autant envie. Donc voilà, il y aura ces lectures là que je viens de vous montrer qui seront prévues pour les prochaines semaines bien entendu, mais il y aura également d'autres choses. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être arrivé jusqu'ici. Je vous remercie pour votre présence, votre soutien, parce qu'on est de plus en plus nombreux aussi sur la chaîne et ça me fait vraiment super plaisir. Ça m'encourage aussi à continuer et à vous proposer toujours régulièrement du contenu. Donc c'est vraiment super agréable de pouvoir échanger avec vous, de parler lecture. C'était mon but évidemment quand j'ai ouvert cette chaîne et quand j'ai créé mon compte Instagram, c'était évidemment d'échanger sur les livres et les lectures, donc je suis ravie. N'hésitez pas à me dire s'il y a certaines lectures que je vous ai présentées que vous avez lues ou qui vous font envie. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Dites-moi aussi quelles sont les lectures que vous êtes en train de faire, toutes ces petites choses habituelles, hein, n'hésitez pas. Je vous souhaite un excellent dimanche, une très belle journée, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt.